Wala mutune sir waka wa menga tene ka yo ba fi ma yak ma jima ningi de tita fa ne buma fa be ko ka tene ka yo ba fi ma mi yiki we o menga wata ma be ni pisu bala ma be ko menga ya pisu bala tene dar ku menga ko te biga ma ka da ba fi ma sourire no. L'objectif premier, c'est de pouvoir faire baisser les niveaux de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Secondairement, c'est de pouvoir permettre à tous d'avoir accès aux services de santé. La santé, état de complet bien-être physique, mental et social, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est un facteur fondamental dans toute politique de développement. C'est fort de ce constat que le gouvernement burkinabé, dans l'axe 2 du Plan national de développement économique et social (PNDS) 2016-2020, s'est donné pour objectif de garantir l'accès aux services de santé de qualité à tous les Burkinabés. Ainsi, le 2 mars 2016, le Conseil des ministres consacrait la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Cette gratuité, qui a couvert au départ 3 régions du Burkina Faso, à savoir le Sahel, les Hauts-Bassins et le Centre, s'est étendue à l'échelle nationale depuis le 1er juin 2016. La mesure de gratuité de soins au profit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes est une mesure sociale très forte. La population ciblée par la gratuité est généralement financièrement démunie. Et donc, cette frange de la population qui voyait l'accessibilité aux services de soins très diminuée du fait des moyens financiers réduits, se trouve être prise en charge. Et cette frange-là représente plus d'un quart de la population burkinabé, environ 27%. En rendant possible la mesure de gratuité, le président Roch-Marc Christian Kaboré a manifesté ainsi par là son désir d'abolir toute inégalité dans l'accès aux services de santé. Cette mesure sociale permet également aux ménages de réinvestir la masse d'argent qu'ils devaient utiliser pour se soigner, de réinvestir dans leur développement économique. En matière de développement du capital humain dans le programme présidentiel, nous nous sommes inscrits dans la priorité numéro 1. La gratuité des soins fait partie surtout de la priorité concernant la couverture sanitaire universelle et ça prend en compte également l'assurance maladie. Quand on fait un recul, on s'est rendu compte que la mortalité maternelle et les 10 dernières années, malgré les efforts qui ont été consentis par l'État et ses partenaires techniques et financiers, la mortalité maternelle n'a pas baissé de façon significative. On est passé de 484 décès maternels à 330 décès maternels en plus de 10 ans. Ça veut dire que la baisse annuelle est très très faible. Donc en 2015, on était à 330 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Quand vous regardez pour les enfants de moins de 5 ans, c'était aussi élevé, dans l'ordre de 82 décès pour 1000 naissances vivantes. Et quand on compare avec les pays et les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, on voudrait par exemple que la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans soit en dessous de 54 et pour la mortalité maternelle en dessous de 3 quarts de réduction, c'est-à-dire en dessous de 70. L'objectif premier, c'est de pouvoir faire baisser les niveaux de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Secondairement,
c'est de pouvoir permettre à tous d'avoir accès aux services de santé. Pour parvenir à cet objectif de garantir l'accès universel aux services et soins de qualité, le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un ensemble de mécanismes d'exécution de cette mesure sociale, chapeauté par un dispositif de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Une organisation transversale qui lie qualité de soins, compétences et disponibilité des ressources humaines à tous les niveaux de santé au Burkina Faso. Dans le cadre du fonctionnement de l'hôpital, nous avons des manuels de procédure qui avaient été déjà mis en place, qui faisaient que l'organisation mise en place pouvait prendre en compte une affluence quelle qu'elle soit. Il faut dire que déjà, avant même la gratuité, nos gynécologues prenaient la garde couchée. Donc nous étions l'un des rares hôpitaux où quand vous arrivez la nuit, vous trouvez un gynécologue qui est là de garde. Donc cette organisation mise en place, que la gratuité est venue trouver, a permis justement de prendre en charge les femmes, les enfants. C'est vrai qu'il y a eu une grosse charge de travail. Nous avons dû recruter des pédiatres en supplément. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant parce que nos 34 lits de pédiatrie sont constamment bondés. Mais il faut dire que le service est réorganisé dans le cadre de la gratuité là, pour justement pouvoir prendre en charge aussi bien les femmes que les enfants. Nous avons un gros atout, il ne faut pas qu'on passe là-dessus. Il s'agit donc de la pharmacie hospitalière. Nous nous basons essentiellement sur cette pharmacie hospitalière pour offrir les soins dans le cadre donc de cette politique de gratuité. Et c'est d'ailleurs l'une de nos grandes forces qui fait en sorte que nous pouvons arriver à mettre en œuvre cette politique à l'hôpital universitaire de Ouagadougou. Il faut reconnaître qu'au niveau même des hôpitaux de Ouagadougou, il y a une franche collaboration, ce que nous appelons la mutualisation des ressources. Si un enfant a un problème de scanner au niveau du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, nous l'envoyons à Yalgado. Et arrivé à Yalgado, les prestataires de Yalgado savent déjà que nous n'avons pas le scanner ici et ils prennent l'enfant immédiatement en charge. Et c'est intégré aussi dans le même système. Et c'est ainsi de suite avec le CHU de Bordeaux. Et tous les hôpitaux de Ouagadougou ont signé une convention de mutualisation des ressources et ça marche correctement sans problème. Le mécanisme qu'on a mis en place, c'était bâti sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est qu'il fallait que le financement, pour pouvoir assurer la gratuité des soins, soit un financement négocié avec le MINEFID, le ministère de l'économie, des finances et du développement, pour que les fonds puissent être des fonds qui arrivent aux formations sanitaires sous forme de tiers payants. C'est-à-dire que le gouvernement s'engage à payer à la place du patient. Donc s'il n'y avait pas la gratuité, par exemple, en 2016, les patients devraient payer 16 milliards et demi, donc c'est le gouvernement qui a payé à la place. Deuxième mécanisme que nous avons mis en place, c'est le système d'information qui a été en même temps mis en place pour permettre d'avoir des informations en temps réel et pouvoir liquider les différentes factures. Et nous avons mis le système d'information sur un logiciel open source, c'est-à-dire c'est un logiciel qui n'est pas sous licence, c'est le DHS2. Et on a créé seulement les formulaires et à partir du district, à partir de l'hôpital, les gens renseignent les données et que nous analysons, nous regardons les différents coûts. Et le troisième pilier essentiel concernait surtout la contractualisation du contrôle de la gratuité. Parce que quand le mécanisme que nous avons fait à travers les prépositionnements, le tiers payant, nous avons donné la latitude aux formations sanitaires de pouvoir faire les dépenses, de pouvoir liquider les factures et de garder les pièces justificatives sur place. C'est un mécanisme d'avance que nous appelons prépaiement. Mais je précise que nous nous sommes inscrits dans un dispositif de learning by doing, c'est-à-dire que le dispositif initial a connu des changements au fur et à mesure qu'on avançait.
Il a fallu attendre 2 ans, c'est-à-dire en 2018, pour que les différents acteurs se retrouvent pour finalement, tirant les leçons des 2 ans de mise en œuvre là, et puis asseoir les textes de base complémentaires à la politique de gratuité des soins. Au regard des contraintes de ressources financières que connaît le Burkina Faso, le ministère de la Santé a défini de concert avec ses partenaires un panier essentiel de biens et services alignés aux fonds disponibles. Ce panier, composé de 4 points, permet de répondre aux besoins de santé chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 5 ans. Nous nous sommes inscrits dans une démarche de progressivité. En fait, le panier de soins doit être aligné aux fonds disponibles. C'est le principe de progressivité dans la couverture sanitaire universelle. Si on devrait faire de façon totale, transversale, ce n'était pas sûr que en fait, les fonds puissent supporter. Donc nous avons proposé un panier essentiel. Et ce panier permet au moins de réduire, d'impacter d'au moins 80% sur tout ce qui concerne les décès maternels et infanto-juvéniles. Donc le panier, on l'a regroupé en 4 points. Le premier point concerne tout ce qui est accouchement et intervention obstétricale. Bon, intervention obstétricale, c'est par exemple la césarienne, c'est par exemple les soins après avortement, c'est par exemple les soins obstétricaux d'urgence, ainsi de suite, ou bien les accouchements compliqués. Nous avons ajouté dans ce point les traitements de la fistule obstétricale. Le deuxième groupe de soins, de panier de soins, et nous avons appelé ça les soins chez la femme enceinte. C'est-à-dire qu'une femme qui est enceinte, pour ce qui concerne les pesées, pour ce qui concerne les maladies au cours de la grossesse, jusqu'à l'accouchement, ces soins-là sont gratuits. Que ce soit les soins à titre préventif ou bien les soins à titre curatif. Mais nous avons limité la gratuité jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Parce que dans la définition de la mortalité maternelle, ça va jusqu'à 42 jours. Donc si on fait une gratuité jusqu'à l'accouchement et que la dame, par exemple, meurt à juste 1 semaine, 2 semaines, c'est un décès maternel. On n'aurait pas atteint notre objectif. Le troisième groupe des soins, nous avons regroupé ça sous la forme de soins curatifs chez l'enfant de moins de 5 ans. Donc, dans ça, il y a 2 points. Il y a 2 sous-points. Il y a des enfants de moins de 5 ans qui viennent à titre ambulatoire. On n'a pas besoin de les hospitaliser. Par exemple, fièvre, toux, rhume, on prescrit, la personne prend les produits gratuitement et puis la personne repart à la maison. Deuxièmement, nous avons les soins chez ces enfants-là à titre interne, c'est-à-dire en hospitalisation. Et en ce moment, il y a plusieurs biens et services que les gens en bénéficient. Et le dernier groupe, le quatrième groupe du panier pour ce qui concerne les maladies, nous avons nommé ça tout ce qui concerne le dépistage et le traitement in situ des lésions précancéreuses du col de l'utérus chez la femme. Parce que le cancer du col de l'utérus, une fois qu'on arrive à dépister très tôt et à traiter très tôt, on a beaucoup plus de chances de ne pas faire de cancer de l'utérus. Donc voici globalement les 4 groupes de soins. Maintenant, ces 4 groupes de soins sont ventilés par rapport à des biens et services. Et quand je dis biens et services, c'est tout ce qui existe dans le centre de santé. Outre le panier de biens et services de santé, la mesure de gratuité doit son opérationnalisation à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG, dont la charge est de rendre les produits pharmaceutiques disponibles jusqu'aux confins du pays. Tout d'abord, on a arrêté une liste commune avec le ministère de la Santé, une liste de 262 produits qui font partie des produits de la gratuité. Une fois que cette liste a été arrêtée, ce que nous avons essayé de mettre en place comme dispositif, c'est déjà de mieux gérer l'aspect stockage et distribution avec la décentralisation
de l'approvisionnement au niveau des agences régionales. La CAMEG a un entrepôt central au niveau de Ouagadougou et 10 agences commerciales où on va aussi essayer de décentraliser, d'apporter le médicament pour pouvoir le rapprocher des populations. Ça permet d'avoir une réduction en termes de temps d'attente entre la commande du médicament et le moment où le médicament est servi au niveau des populations. Dans un deuxième temps, on a mis en place un plan d'approvisionnement qui sera beaucoup plus solide, structuré et rigoureux pour ces produits de la gratuité. Le plan d'approvisionnement est annuel. En général, nous avons une revue de ce plan trimestriellement, mais particulièrement pour les produits de la gratuité, la revue se fait mensuellement. Donc on analyse les données de distribution que nous avons chaque mois et nous essayons de l'adapter régulièrement pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes quantités estimées, la bonne quantité commandée et donc la bonne quantité livrée au niveau périphérique. Dans le cadre du suivi-évaluation de la mesure de gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, le secrétariat technique chargé de la couverture sanitaire universelle organise chaque 6 mois des rencontres d'échange avec les différents acteurs concernés. Ces rencontres permettent d'évaluer les acquis de la mise en œuvre de la gratuité, d'identifier les insuffisances et de formuler des recommandations pour la réussite du programme. Toute chose qui permet au fil des années d'apprécier l'effectivité et l'impact de cette mesure sur les populations. La première des forces, c'est qu'on a senti une adhésion forte du personnel de santé. C'est les ressources humaines qui font tout ce qui concerne les politiques de santé. Quand vous prenez 2016, vous prenez 2017, 2018, on s'est rendu compte que l'utilisation a été multipliée par 2 à 3. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin effectivement des populations d'avoir accès aux services de santé. Vous regardez l'évolution des contacts chez les enfants de moins de 5 ans. De 2010 à 2015, on a à peu près 1,7 contacts par enfant et par an. À partir de 2016, on est monté à 2,1 contacts. 2017, on est à 3,1 contacts. La norme de l'OMS voudrait que ça soit au moins 3. Donc ça veut dire qu'on a déjà atteint le principe qui voudrait que chaque enfant puisse vraiment être consulté au moins 3 fois par an. Et ça, c'est une force majeure qui démontre la nécessité qu'il faut maintenir pour permettre à tous d'avoir accès aux soins de santé. La troisième force majeure, on peut dire qu'à ce niveau, l'État a respecté sa parole. Quand vous regardez les factures qui ont été liquidées et payées en 2016, c'est plus de 16,5 milliards. 2017, c'est plus de 28 milliards. C'est pour dire qu'en réalité, si l'État n'avait pas déclaré la gratuité, ce sont ces populations-là qui devraient pouvoir payer ces 16 milliards, 28 milliards. En 2018, l'État a consenti 19 milliards. Là, on a un petit souci parce que l'État devrait liquider 30 milliards. Et sur les 30 milliards, donc, ça veut dire que l'État doit aux formations sanitaires à peu près 10 milliards pour l'année 2018. Donc, en termes de force, nous pensons que cette politique de gratuité des soins permet à tous d'avoir accès aux soins. Et si je vais aller plus loin, en regardant certains indicateurs, on a eu une diminution drastique de certains décès maternels dans des formations sanitaires. Après 3 années de mise en œuvre, il est indéniable que la mesure de gratuité des soins a eu une incidence rapide et importante sur la fréquentation des centres de santé. Elle bénéficie à l'ensemble de la population et contribue à la réduction des inégalités d'accès aux services de santé. Du centre de santé et de promotion sociale CSPS au centre hospitalier universitaire CHU, en passant par le centre médical avec antenne chirurgicale CERMA, les dispositions sont prises
pour une application effective de la politique de gratuité au Burkina Faso. Depuis le lancement le 2 avril par le gouvernement, notre structure a mis en œuvre sur les soins de gratuité des enfants de 0 à 5 ans, et la CPN, l'accouchement et puis le cancer du col de l'utérus. L'année 2015, on avait une population de 25 958 habitants et à la fin de l'année, on a pu enregistrer environ 26 000 consultants. Voilà. Et comparé à l'année 2016 où la gratuité a commencé, on a pu enregistrer à la fin de l'année 2016 autour de 52 000 consultants. Et pour l'année 2017 où nous avons une population de 27 015, et on a pu enregistrer en fin d'année 2017 51 725 consultants. Voilà, comparé à l'année 2015 où la gratuité n'avait pas commencé, on pense que nos services sont grandement fréquentés. Depuis 2007, les districts sanitaires de Douri et de Seba font l'expérience de l'exemption des soins, avec notamment le partenariat qu'il y avait avec l'ONG HELP, ce qui fait qu'on avait atteint des taux de contact très élevés au niveau de la population. Donc il y avait déjà cette gratuité, même si on a changé de forme, l'État ayant pris la place que l'ONG a. Ce qui fait comme on avait déjà des taux, que ce soit chez les enfants, chez les femmes enceintes, on avait des taux très, très élevés. La gratuité instaurée par l'État en 2015 n'a fait que maintenir cette fréquentation. Il n'y a pas eu une augmentation supplémentaire de la fréquentation parce qu'on peut dire que toute la population avait accès. En dehors de la distance, la barrière financière était déjà levée. En 2016, la région a consommé 1,6 milliard francs en termes de prise en charge des enfants et des femmes enceintes et aussi pour le dépistage du cancer du col. Donc ça prend en compte les frais liés aux médicaments, la tarification des soins, mais aussi le transport des évacuations. Pour 2017, la région a consommé 2,5 milliards de francs. Donc 1 milliard de plus que 2017. Et c'est lié au fait que toute l'année 2017 a été couverte par la gratuité. Et il faut noter que sur le plan performance, on peut dire que tous les centres de santé de la région bénéficient de la gratuité. Tous les centres de santé publics bénéficient de la gratuité. Donc on a une couverture géographique de 100% déjà. Et ça, c'est une performance assez intéressante. La mesure de gratuité est effectivement mise en œuvre dans notre service. Et étant un service spécialisé, nous sommes le plus souvent interpellés pour donner des avis chez les patients qui bénéficient de la gratuité. Donc il faut dire qu'en dehors de la consultation cardiologique proprement dite, nous faisons des examens, une exploration cardiologique, notamment la réalisation de l'électrocardiographie, en abrégé ECG, et l'échocardiographie Doppler. Nous avons décidé de prendre en charge que les urgences, aussi bien obstétricales que gynécologiques. Nous avons décidé qu'un certain nombre de secteurs d'intervention de la gynécologie n'étaient pas pris en compte, par exemple comme la consultation, les CPN. Ça, ce n'est pas pris en compte dans la gratuité, mais tout ce qui concerne les urgences sont pris en compte. Au niveau des enfants, tout est pratiquement pris en compte. Ce n'est qu'en septembre 2017 que nous sommes entrés dans la danse, dans le cadre de cette gratuité-là. Après avoir observé et après avoir discuté avec le ministère pour voir quels sont les pans de la gratuité que nous allons prendre en compte. Parce que nous ne prenons pas en compte tous les pans de la gratuité. Un rappel, c'est environ 25% de la population qui est concernée par le système. Il s'agit des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes âgées de 25 à 55 ans vivant avec une fistule obstétricale. En 2017, en termes de bilan, la mesure de gratuité a enregistré 715
669 accouchements par voie basse, 21 520 césariennes, plus de 4 800 000 consultations et prises en charge des femmes enceintes, plus de 10 800 000 consultations et prises en charge d'enfants de moins de 5 ans. Mama yak mama jima ningi de tita fa ne buma fa be ko ka tun ka yo ba fi mama yiki we o mi ngata mama be ni piso bala mama be ko menga ya piso bala ni dar ku menga ko te biga mama kada ba fi ma sourire no. On est arrivé ce matin au laboratoire, on nous a dit que les examens étaient gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Depuis la gratuité, c'est notre première fois que nous venons. C'est un soulagement pour nous. Depuis Andorra, je suis formation comme un petit mazalum, tu me lèves en tout le monde, dit que tout. Pour payer un zalum, tu m'as tiré en droit. Pendant ma grossesse, j'ai eu des médicaments gratuits, comme le fer, et le SP et les moustiquaires. Pendant l'accouchement, les produits que les infirmières ont utilisés, ça a été gratuit. Moi, père, là-bas, tout que je suis non, c'était Isal, carrément. Depuis que j'ai accouché, là, j'ai vu que vraiment c'était la réalité. Parce que depuis que je suis venue, on n'a rien payé. Tout était bien. Les sages-femmes, en tout cas, étaient bien avec moi. Elles étaient gentilles. Quand tu arrives, le peser, tout ce qu'on demande, c'est gratuit. On ne paye rien. Tout ce qu'on va te donner là-bas comme médicament, c'est gratuit. La tourne va pas tourner par ma lafi. La petite patron cane, la petite patron zala, souvent dans ma famille zala, boum ma femme, bien à ton noir serré. Bien à ton noir serré. J'ai bénéficié d'un kit d'intervention gratuit, mais il manquait des produits que mon mari avait payés. Cette prise en charge nous a beaucoup soulagés et on remercie le gouvernement pour qu'il renforce beaucoup davantage au service de gratuité. Un soulagement considérable parce que, en dehors des produits qu'on n'a pas ici, qu'on va chercher en pharmacie, ça apporte un soulagement parce que ça nous permet vraiment d'économiser et surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire face au minimum. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça permet vraiment de soulager la majeure partie de la population, vu les difficultés qu'on vit actuellement. Mais personnellement aussi, j'aimerais les encourager à aller de l'avant, mais de faire mieux encore, parce que je pense qu'on peut encore faire mieux. Avant l'avènement de cette gratuité, et les enfants de moins de 5 ans tournaient autour de, je dirais, 500 à 600 enfants qui consultaient par mois au niveau de nos formations sanitaires. Aujourd'hui, en 2017, nous sommes passés de 500 à environ 900 enfants qui consultent par mois dans la formation sanitaire. En 2018, aujourd'hui, nous tournons autour de 1200 enfants pour cette tranche d'âge-là. Au sein des bureaux ici, le nombre ne fait qu'accroître. Il y a des chiffres. En 2016, nous avons consulté 10 240 enfants de 0 à 5 ans. En 2018, nous étions à 18 250. En 2017, plutôt 18 250 enfants de 0 à 5 ans. Et en 2018, l'année n'est pas encore terminée, nous sommes à 16 450. En termes de comparaison avec les années précédentes, ce qu'on peut dire en réalité, c'est presque stationnaire, puisque depuis septembre 2008, nous aussi, on était dans la gratuité avec l'ONG HELP. En 2016,
voilà, nous avons pu avoir, en termes d'accouchement, 937 femmes qui ont accouché, assistées donc par un personnel qualifié. Et également en 2017, 937. Et en 2018, voilà, on est actuellement en tout cas à 858. Toutes les femmes en âge de procréer de 15 jusqu'à 49 ans et qui viennent avec soit une grossesse pour un suivi, soit pour accoucher par voie basse ou par césarienne, soit qui présentent des complications obstétricales. Mais il faut dire que globalement, ce sont des femmes jeunes. Ce sont des femmes jeunes, la moyenne c'est autour de la trentaine, et ce sont des femmes qui viennent de toutes les couches sociales et qui viennent également de toutes les régions. Nous en avons de la ville de Ouagadougou, des provinces environnantes et même des régions sanitaires les plus reculées viennent dans cet hôpital pour bénéficier donc de l'offre de santé dans le cadre de cette politique de gratuité. Si nous devons faire le point de l'activité obstétricale réalisée au CHU de Borgo, nous dirons que durant toute l'année, nous avons eu, pour ce qui concerne les césariennes, 2636 césariennes, ce qui fait en gros une moyenne de 220 césariennes réalisées chaque mois à l'hôpital universitaire de Ouagadougou, sur un total d'environ 7000 accouchements. Il y a beaucoup de parents réellement qui sont soulagés. Effectivement, à chaque fois on débat avec des amis et tout ça, mais il y a des familles même qui viennent, ils ont plus de 1 million de souhaits. Il y a des exemples palpables, je peux vous montrer. Ils sont rentrés, ils ont bénéficié de trucs, les prix à charge d'une valeur de plus d'1 million. Donc réellement c'est bénéfique. En tout cas, c'est une aubaine que l'État burkinabé ait pensé à cette stratégie. Le couple mère-enfant est le couple que nous appelons dans notre jargon même le chouchou de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que la mère et l'enfant sont le socle de tout développement. Donc nous sommes contents que cette stratégie ait lieu. Maintenant, il faille peaufiner davantage les choses pour que ce soit un succès franc pour le bonheur des populations du Burkina Faso. Avec l'avènement de la mesure de gratuité, le personnel de santé doit désormais faire face à une charge de travail. Si certaines formations sanitaires disposaient déjà de plateaux techniques adéquats pour y faire face, d'autres par contre ont dû s'adapter afin de répondre aux besoins de santé des populations. Après 3 années de mise en œuvre de la mesure, la pression est forte et le besoin en personnel se fait vraiment sentir. Qu'à cela ne tienne, la mesure est salutaire, il faut répondre toujours présent. Au-delà de la prise en charge effectivement des enfants des enfants éligibles à la gratuité des femmes enceintes, il y a aussi des patients qui viennent. Donc on tourne autour de 2000-2300 malades, y compris pour ceux de la gratuité et les personnes qui sont hors de cette tranche d'âge. Donc il va sans dire que la charge de travail est tellement énorme, avec un personnel, un CSP qui couvre environ 19 104 habitants. Voilà. Donc l'aire sanitaire est tellement vaste, une population vaste pour un seul infirmier diplômé d'État, avec une sage-femme et 2 agents itinérants de santé, une accoucheuse. Vous voyez que c'est difficile. C'est essentiellement lié à l'effectif. Il y a des spécialités pour lesquelles on se retrouve avec un seul élément. Il est tout seul pour sa spécialité. Donc vous convenez aisément avec moi qu'il est difficile, avec un seul spécialiste dans son domaine, d'assurer une garde couchée 24 heures sur 24, du 1er au 30 et de janvier à décembre. Donc c'est essentiellement là notre limite. Mais cela ne nous a pas freinés. Nous sommes allés au-delà pour nous organiser. On a constitué des poules. On met plusieurs spécialistes puisqu'ils sont souvent seuls ou 2 dans les spécialités. Donc si on les fixe par journée, on risque d'avoir des journées vides. Donc on a essayé de constituer des poules pour qu'il y ait plusieurs spécialistes à l'intérieur. Quand ils sont de garde, ils font la ronde au niveau des urgences médicales qui sont en réalité le tronc commun à eux tous parce que c'est la porte d'entrée pour les malades qui vont être plus tard transférés dans leur service d'hospitalisation. Donc ils font la ronde à des heures données pour voir s'il n'y a pas des cas qui
qui peuvent leur être présentés et qu'ils puissent donc les prendre en charge. Nous avons 34 sages-femmes, nous avons 7 gynécologues. Actuellement, nous sommes en train de recruter 2 autres gynécologues. La plupart des gynécologues prennent la garde couchée, donc ils sont parés pour intervenir. Le bémol qu'on a, c'est au niveau de la pédiatrie, parce que là-bas, on n'a que 5 pédiatres. Et on a constaté que la charge de travail est tellement accrue qu'on a dû supprimer certaines consultations pour pouvoir prendre en charge. Mais pour remettre ces consultations en place, on est en train de recruter des pédiatres pour justement permettre une prise en charge continue des enfants. Voilà. Mais il faut dire aussi que la plupart de nos pédiatres prennent la garde couchée. C'est ce qui fait que la charge de travail est assez difficile pour eux. Mais l'un dans l'autre, ils arrivent à faire face. Le volume des activités a pratiquement doublé. Avant la gratuité, nous étions à un rythme moyen d'une livraison par structure sanitaire, les districts sanitaires. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la gratuité, nous sommes à une moyenne de 2 livraisons, et même voire 3. Donc en termes aussi de volume d'achat, le volume d'achat a augmenté avant la gratuité et après la gratuité. Je pense que les chiffres sont là, elles peuvent témoigner. Voilà, pour ne pas dire que ça a pratiquement doublé. Dans le souci d'efficacité et de transparence, le ministère de la Santé a délégué le contrôle et la vérification de l'effectivité des soins gratuits à 4 structures indépendantes. Il s'agit des ONG HELP, Terre des Hommes, Action contre la faim et Save the Children. Leur rôle, effectuer 3 types de contrôles avec des indicateurs précis sur la gestion des finances, l'utilisation des médicaments et l'enquête auprès des bénéficiaires sur l'effectivité de la mesure de gratuité. Tout en louant l'initiative, ses partenaires ont cependant relevé des dysfonctionnements sur le terrain. La capitalisation interne que nous avons menée a montré que, en fait, 1/3 des prestations qui sont délivrées là connaissent des problèmes de décompte. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Donc, il y a des erreurs de calcul, soit sur les effectifs ou sur les coûts, sur 1/3 en fait, n'est-ce pas, des prestations qui sont soumises. Mais il faut dire que ce tiers-là peut être balancé dans la mesure où, en réalité, vous avez des situations où c'est des sur-déclarations qui sont faites. Donc, on déclare plus que ce qui a été fait. Tout comme il y a des situations où c'est des sous-déclarations. Donc, des agents de santé qui déclarent moins en réalité que ce qu'ils ont réellement, en fait, n'est-ce pas, délivré comme prestation. Ça, c'est la première dimension sur l'ensemble des prestations. Et la deuxième dimension, c'est voilà, qu'est-ce que ça rapporte concrètement en termes, n'est-ce pas, de gains financiers pour l'État. Quand on discute un peu avec l'ensemble des acteurs, il y a des moments où on arrive sur certains centres quand même à faire une différence de près de 40 millions. Et on pense que ça quand même, en fait, pour des centres de santé, oui, généralement c'est au niveau des hôpitaux et ainsi de suite, mais quand même des gaps de cette nature, ce sont des éléments qui peuvent en dire quand même sur l'intérêt ou sur la nécessité, en fait, n'est-ce pas, de ce type de contrôle-là. Le dispositif de maîtrise de coûts que nous voulons mettre en place, c'est d'agir techniquement d'abord pour déployer au niveau communautaire. Deuxièmement, la maîtrise des coûts passe surtout par le renforcement du contrôle de l'effectivité. Les ONG, quand elles ont contrôlé en 2017, elles ont permis de sauvegarder à peu près 290 millions. C'est-à-dire qu'il y a eu une surfacturation de plus de 200 millions qu'on a pu récupérer. Donc, si on renforce ce dispositif, on fera en sorte qu'on va économiser du point de vue technique et puis pouvoir maîtriser les coûts de prise en charge. Si l'atteinte de ces résultats a coûté plus de 30 milliards de francs CFA à l'État burkinabé, la mise en œuvre de la mesure a aussi connu certaines difficultés. En termes de capacité d'accueil, il faut dire qu'en dehors même donc, de ces mesures-là, avant même la gratuité, la capacité d'accueil est dépassée. Parce qu'avec l'accroissement de la population, on se retrouve chaque fois avec un hôpital, des lits hyper occupés.
Et donc, à chaque fois, on a des problèmes de place. Pour la gratuité également, et il y a des pièces qui sont remplies et qu'il faut stocker également, donc avec l'exiguïté de nos locaux. Donc, on se retrouve face quand même à un problème de place. Au départ, on avait dit qu'il y avait un certain nombre de maladies éligibles. Et ça fait d'énormes difficultés quand on sait que nous avons une population qui a un niveau d'instruction pas très élevé. Quand un paysan quitte son village, il amène son enfant, on lui dit, bon, ton enfant n'est pas éligible par la gratuité. Il dit, ah, pourtant lui, il est suivi à la radio, à la télé que c'est gratuit. Tu peux facilement prendre 30 minutes pour expliquer à un paysan que son enfant ne peut pas être pris en charge de façon gratuite. C'est vraiment fastidieux. Nous sommes tous juste à 1 kilomètre de la frontière. Ça veut dire, avec la gratuité, les Ghanéens rentrent ici en majorité. Et ça aussi, en tout cas, nous sentons un poids, en tout cas, sur le côté financier. Du fait que souvent, il y a des retards, des chèques, donc ça cause souvent problème. Et si vous regardez même, présentement même, nous sommes à 5 mois de retard. Et puis, quand on veut voir le retard de 5 mois, là, on peut estimer ça à 8 millions. Lorsque nous sommes confrontés à ces ruptures, nous sommes obligés de faire avec ce qu'on a. Donc, il arrive quelquefois que nous ne disposons pas d'un certain nombre d'intrants qui nous permettent de prendre en charge soit les césariennes, soit en tout cas d'appliquer correctement le protocole thérapeutique en faveur de ces cibles. La deuxième préoccupation que nous avons dans la mise en œuvre de cette gratuité, c'est l'absence d'un centre régional de transfusion sanguine. Donc, lorsque nous recevons des enfants ou des femmes qui ont besoin de sang, il est vrai que nous nous approvisionnons au centre régional de transfusion sanguine de Fada, mais ça n'arrive pas à couvrir nos besoins. Pour un hôpital comme le nôtre, ce n'est pas toujours facile parce que l'État ne nous permet pas de nous approvisionner auprès des grossistes privés de la place, ce qui fait qu'il y a une certaine difficulté pour acquérir certains médicaments de spécialité. Parce que vous savez, dans la prise en charge, il n'y a pas que les médicaments de type générique. Il y a aussi certains médicaments de spécialité parce que nous sommes un hôpital de référence. Et du fait de cette référence, ça veut dire que souvent les femmes ou les enfants qui viennent ici, la pathologie nécessite qu'on monte d'un gradient. Et pour monter dans ce gradient-là, il faut certaines molécules qu'on ne trouve pas toujours à la CAMEC, qu'il faut aller chercher chez les grossistes. Mais malheureusement, les procédures d'achat ne nous permettent pas d'y aller. Depuis que la nouvelle équipe a été installée en avril 2018, et la CAMEC a rehaussé le niveau de satisfaction parce que quand je regarde l'évolution, de janvier à septembre, la CAMEC est passée de 50% à 77%. Ça veut dire que c'est un bond très significatif et ça montre à tel point la nouvelle équipe arrive à rendre disponibles les médicaments. Mais je ne dis pas que c'est ça qui règle totalement les ruptures, parce qu'effectivement les ruptures vont toujours exister parce qu'il y a d'autres causes qu'il faut résoudre sur le terrain. Des problèmes de mauvaise gestion. Souvent, on ne commande pas à temps les médicaments, on ne commande pas en quantité suffisante, etc. Pour 2017, par exemple, les ONG ont colligé au total sur l'ensemble du territoire jusqu'à 304 cas d'irrégularité. C'est qu'effectivement, il y a eu des cas de malversation. Il y a eu des tentatives donc, de détourner donc, les médicaments. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui nécessite donc, une action vigoureuse donc, des autorités. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que globalement, la mesure en soi fonctionne, mais la capacité d'approvisionnement en médicaments des centres de santé est, on va dire, le maillon faible donc, du système. On peut dire que les soins sont gratuits, mais si les médicaments qui sont, on va dire, ce qui pèse le plus dans le budget des ménages, qu'on veut soulager avec cette mesure aussi, les médicaments ne sont pas disponibles, les gens sont obligés d'aller dans les pharmacies privées pour pouvoir s'approvisionner. Donc ça, on pense que c'est l'une des lacunes importantes du projet et qu'il faut que les efforts soient faits pour rectifier. Pour pouvoir estimer des quantités, il y a deux types de données. Il y a des données de consommation et des données de distribution. Au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé et la CAMEC, de toute manière, n'ont pas les données de consommation. C'est un projet qu'on essaie de mettre en place pour être au plus près de la réalité des produits consommés par la population burkinabé. Les données de distribution sont les données qui partent de la CAMEC vers les dépôts.
répartiteurs de district, les données de consommation sont les données des produits qui sont délivrés à la population. Quand on parle de la mesure de gratuité pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, si on prend l'exemple du paracétamol, un paracétamol qu'on vous délivre et qu'on vous dispense à vous n'est pas gratuit. Le même paracétamol dispensé à une femme enceinte est gratuit. Donc on a besoin d'avoir cette consommation réelle au dernier kilomètre qui nous permet d'avoir l'information de dire on a besoin de X boîtes de paracétamol dans le cadre de la gratuité. Et c'est là toute la difficulté. En attendant donc, on a des données de distribution qui nous permettent de dire aujourd'hui on a distribué 10 000 boîtes de paracétamol dans tel district. Ces 10 000 boîtes sont consommées par des hommes, des femmes, des enfants. On a moins d'informations. Et c'est cette partie qui met un peu une partie de, on va dire, de subjectivité dans les données. Si on envoie trop de quantité, se basant sur la donnée de distribution, ne sachant pas si elle a été consommée, on a des risques de péremption. Si on n'en envoie pas assez en se disant, écoutez, on a envoyé une grande quantité le mois dernier, donc on va diminuer la quantité envoyée, on a des risques de rupture. Tout le jeu est là. Pour renforcer les acquis et pérenniser la mesure de gratuité, le ministère de la Santé entend arrimer politique de gratuité et opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. À ces mesures s'ajoute la signature de conventions pour inclure certaines structures confessionnelles dans la mise en œuvre des mesures de gratuité. L'État, après avoir décrété la gratuité, les 2 mois qui suivaient en même temps, a décrété de payer ce que nous appelons les agents de santé à base communautaire pour qu'ils puissent soigner un certain nombre de maladies au niveau des villages. Alors, les 17 868 ASBC recrutés qui sont payés sur les fonds de l'État actuellement, nous sommes en train de déployer la gratuité auprès de ces agents de première ligne. Avec l'assurance qui est en cours de déploiement, nous allons immatriculer tous les bénéficiaires et ça va nous permettre de pouvoir savoir qui a pu bénéficier des soins et de limiter en fait le recours non rationnel aux services de santé. Et le 3e défi, ça va être en fait la gestion des médicaments. Il faut faire en sorte que le dispositif de gestion des médicaments au niveau du premier contact des soins là, qu'il y ait le médicament 24 heures sur 24. Et ça, c'est un grand défi que nous nous sommes lancés pour 2019 avec la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques. Notre vision aujourd'hui, c'est de contribuer à faire de la santé pour tous une réalité au Burkina Faso dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est de retrouver notre leadership d'antan, d'être vraiment la référence en tant que centrale d'achat dans la sous-région, ce qu'on était par avant. Il y a quelques points d'amélioration que nous sommes en train d'améliorer avec le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers. Le premier des points, c'est d'avoir une meilleure quantification, une meilleure expression des besoins, pour qu'on puisse évaluer finalement combien de personnes